Il existe un marché géant que presque personne ne comprend vraiment, n'a jamais vu, t'y as jamais touché, et pourtant il influence ton taux de crédit, il influence indirectement ce que ton livret A te rapporte, et il paye sur la valeur de tes ETF même quand tu dors. Alors aujourd'hui, on va pas parler de bourse, je vais pas te parler de Bitcoin, on va parler des marchés obligataires. Et c'est l'une des pièces les plus importantes du système financier mondial. Plus de 150 000 milliards de dollars, c'est l'encours mondial des titres de dette fin 2024, et c'est aussi le marché le plus mal compris de tous. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps, je vais te parler sans jargon inutile, juste comment ça marche, et surtout ce que ça change dans ta vie, à toi, en euros. Mais alors commençons par le début. C'est quoi une obligation? Une obligation, c'est juste un prêt. Alors, imagine que tu veux lancer une entreprise, tu as l'idée, l'énergie et le plan, mais t'as pas d'argent. Alors tu vas voir quelqu'un qui l'a, tu vas emprunter. Et tu vas faire une promesse simple, je te rembourse et je te paye un peu plus au passage. Et ce un peu plus, c'est l'intérêt. Et l'intérêt, c'est pas de l'arnaque, c'est juste un prix. Le prix de trois choses très concrètes. Alors le premier, c'est le temps. Celui qui va te prêter renonce à utiliser son argent maintenant. Ensuite, il y a le risque, il peut ne jamais le rembourser. Et enfin, l'inflation. L'argent qu'il va récupérer plus tard va peut-être valoir un peu moins. Et maintenant, garde cette image de prêt en tête, parce que les particuliers empruntent, les entreprises empruntent, mais il y a un emprunteur beaucoup plus gros que tout le monde, les États. Et quand un État emprunte, il va pas avoir son banquier, lui, il va émettre des obligations. Alors lui, c'est l'emprunteur, et toi, l'investisseur, tu deviens le prêteur. Et là, il y a une distinction que presque personne ne fait correctement. Il y a deux mots qu'on confond tout le temps, le déficit et la dette. Le déficit, c'est ce qui manque sur une seule année, alors quand l'État dépense plus qu'il ne récolte en impôts, l'écart doit être financé. Et la dette, ça, c'est autre chose. C'est l'accumulation de tous les déficits passés, et un déficit, c'est annuel, que la dette, c'est le cumul. Et chaque année où l'État dépense plus qu'il ne gagne, la dette, elle grossit. Prenons la France. Alors la dette publique française a dépassé les 3 536 000 milliards d'euros au premier trimestre 2026, et selon l'INSEE, ça représente environ plus de 110% du PIB, même 117,5% pour être précis. Autrement dit, le pays doit plus d'une année entière de toute sa production. Et juste pour comparer à titre de grandeur, les États-Unis, eux, sont à près de 38 000 milliards de dollars. Mais alors, d'où vient vraiment cet argent quand il manque? L'État ne l'imprime pas comme ça, il l'emprunte. Les trésors organisent des ventes aux enchères à date fixe, ils vendent ses obligations à des investisseurs au monde entier, à des banques, des assureurs, des fonds de pension, des États étrangers, aussi indirectement toi, via ton assurance vie ou ton fonds euro. Alors là, peut-être que tu vas te poser une question, c'est pourquoi tous ces gens se présentent aux enchères? Eh ben, pour une raison très simple, la dette d'un grand État est considérée comme l'un des placements les plus sûrs au monde. Le jour où la France fait défaut, on aura tous des problèmes bien plus graves qu'un fonds obligataire. Mais cette sécurité cache une nuance que peu de gens connaissent. Une grande partie de la dette française n'est pas détenue par des Français. Elle est entre les mains d'investisseurs étrangers partout dans le monde. Des fonds, des banques centrales, des assureurs sur d'autres continents. Alors ça veut dire une chose très simple, la France doit attirer des prêteurs qu'elle ne contrôle pas. Et si ces prêteurs commencent à douter, ils vont exiger plus de rendement, autrement dit, être mieux payé pour prêter. Et ça, c'est exactement comme ça qu'un taux monte. Et ce taux, tu payes déjà sans le savoir, parce que sur un prêt de 250 000 euros sur 25 ans, passer de 3% à 4%, c'est environ 135 euros de plus chaque mois. Donc tu passes environ 1186 euros contre 1320 euros. Et pourquoi un seul point de taux peut coûter autant? Et la réponse tient dans la façon dont les prix d'une obligation fait bouger son rendement. Alors, on y arrive, mais d'abord 2-3 bases pour que tout devienne clair. Ces enchères, c'est que le début de l'histoire, parce qu'une fois vendues, les obligations continuent de s'échanger, et là, il y a deux marchés, et il faut savoir les distinguer. Le premier, c'est quand le Trésor vend ses obligations neuves, on appelle ça le marché primaire, le rendement obtenu à ces enchères devient une référence, et le second, c'est tout le reste du temps. Les investisseurs s'échangent des obligations entre eux, déjà émises, et ça, c'est le marché secondaire. Et sur ce marché, les prix bougent en permanence. Pourquoi? Parce que les investisseurs essayent d'anticiper. Ils se demandent toute la journée, est-ce que l'inflation va monter? Est-ce que la banque centrale va baisser ses taux? Est-ce que l'économie a ralenti? Et selon les réponses, ils vont exiger plus ou moins de rendement pour prêter. Et ça, c'est un des trucs que presque personne ne réalise. Les taux d'intérêt du marché ne sont pas une décision de tomber d'en haut, ce sont juste le rendement que des milliers d'investisseurs exigent à un instant donné pour prêter leur argent. Et les taux, c'est pas une loi. De voir ça comme un vote permanent sur l'avenir. Et ça, c'est un vote que les banques centrales influencent fortement, notamment en fixant les taux courts, en intervenant parfois sur les taux longs, mais qu'elles ne contrôlent pas entièrement. Et ce vote finit dans ta mensualité. Alors avant d'attaquer le cœur, il y a 4 mots à voir. Tu les as peut-être déjà entendus partout, et voilà ce qu'ils veulent dire vraiment. Le principal, c'est la somme prêtée. Là, c'est le montant de départ. Ensuite, on a le coupon. Là, c'est l'intérêt versé chaque année. Alors si tu prêtes 1000 euros à 3%, ton coupon, c'est 30 euros par an. Ensuite, il y a la maturité. Là, c'est la date où on va te rendre ton argent. Peut-être dans 2 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 1 mois, dans 6 mois. Et ensuite, on a le rendement. Et là, c'est le vrai retour que tu obtiens. Mais attention, le rendement, c'est pas le coupon. Le coupon, lui, il est fixe, il va jamais bouger. Et le rendement, lui, dépend du prix que tu as payé pour l'obligation. Et ce prix-là, on va voir tout de suite, il change dans le temps. Mais garde bien ces différences, c'est elle qui va tout débloquer. Alors voilà le moment le plus important de la vidéo. Et si tu comprends qu'une seule chose aujourd'hui, c'est celle-là. Une obligation, elle a un prix, et ce prix, lui, il bouge tout le temps. Pourtant, l'intérêt qu'elle paye, lui,
ne bouge pas. Alors ça peut paraître contradictoire, mais suis-moi, ça va être clair en une minute. T'achètes une obligation à 1 000 euros, il te reste 10 ans à vivre, elle te verse 30 euros par an, puis à la fin, elle va te rendre 1 000 euros. Mais sauf que quelques mois passent, les taux montent et des nouvelles obligations comparables sortent, mais cette fois à 5%. Et là, d'un coup, tu veux revendre la tienne qui ne verse que 30 euros et personne ne va l'acheter à 1 000 euros. Parce que pourquoi ils vont prendre la tienne alors que les nouvelles payent beaucoup plus? Et donc, pour que la tienne devienne intéressante, son prix doit baisser. Pas n'importe comment. Pas 900 euros, parce qu'à ce prix-là, tes 30 euros feraient encore un rendement trop faible. Il faut descendre plus bas, autour de 850 euros, parce qu'à ce prix-là, les 30 euros versés chaque année, plus les 1 000 euros récupérés dans 10 ans, donnent enfin à l'acheteur un rendement proche de 5%. Et c'est ça le mécanisme. T'as rien perdu sur le versement, elle va payer toujours 30 euros par an, mais sur papier, ton placement de 1 000 euros vaut maintenant beaucoup moins. Alors voilà la règle hyper simple. Quand le rendement exigé monte, le prix de l'obligation déjà émis baisse. Quand elle baisse, leur prix monte. Et l'inverse est tout aussi vrai. Imagine maintenant que les taux baissent, que les nouvelles obligations ne payent plus que 1%, la tienne qui verse toujours 30 euros devient un petit trésor. Parce que tout le monde la veut. Alors son prix grimpe au-dessus de 1 000 euros. Et toi, t'as rien changé, c'est le marché qui a bougé autour de toi. C'est tout. Et pourtant, c'est ce point précis que 90% des gens ne saisissent jamais. Et maintenant, on va parler d'un chiffre dont on a parlé déjà tout à l'heure. Ton prêt de 250 000 euros sur 25 ans, avec un seul point de taux en plus, c'est 135 euros de plus chaque mois. Alors dit comme ça paraît surmontable, mais étalé sur toute la durée du crédit, ça représente autour de 40 000 euros de mensualité en plus, hors assurance. Et ça, c'est pas un scénario inventé. En 2021, on signait des crédits immobiliers autour de 1%. 2 ans plus tard, autour de 3 à 4%. Le même bien est devenu des centaines d'euros plus cher chaque mois, sans qu'une seule brique ait bougé. Un point, le même appartement, le même acheteur, et la seule chose qui a changé, c'est un chiffre sur un marché que tu n'as jamais visité. Alors voilà pourquoi ce sujet n'est pas abstrait. Parce que le marché obligataire t'envoie une facture sans jamais te la poster. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, aujourd'hui, plus de 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas, ça aide énormément la chaîne. Merci. Et ce que tu dois aussi comprendre, c'est que ce marché ne joue pas contre toi. Il décide aussi de ce que ton épargne te rapporte. Alors t'as sûrement un livret A. Début 2025, il payait 3%. Début 1er février 2026, il est tombé à 1,5% net. Divisé par 2 en plus d'un an. Et alors toi, t'as rien fait, t'as rien décidé, mais pourquoi cette chute? Parce que le livret A ne suit pas directement les taux des obligations à 10 ans, et son taux, lui, dépend aussi des prix de l'argent à court terme et de l'inflation. Quand ces deux forces baissent, la rémunération de ton épargne réglementée finit par suivre. Et si l'inflation repasse au-dessus de ce taux, ton épargne dort pendant qu'elle perd du pouvoir d'achat. Et là, il y a un piège que beaucoup ignorent, c'est que l'argent qui dort sur un compte courant ne rapporte rien du tout. Zéro. Alors qu'il existe des solutions de court terme, parfois mieux rémunérées. Le marché obligataire fixe le prix de l'argent, ton crédit le paie et ton épargne le reçoit. Alors ce sont deux faces de la même pièce. Et pour toi, ces mouvements, c'est ta mensualité et ton livret. Et pour un État qui refinance des centaines de milliards, c'est une autre dimension. Parce qu'un État ne rembourse jamais sa dette en une fois. Alors voilà comment ça marche en vrai. Chaque année, une partie de la dette arrive à échéance. L'État rembourse les vieux titres, puis il en émet des nouveaux pour combler le trou. Refinancer une dette qui arrive à échéance n'a rien d'anormal. C'est le fonctionnement habituel d'un État. Le problème, c'est qu'il réémet au taux du moment. Et pour 2026, la France prévoit d'émettre 310 milliards d'euros de dette à moyen et long terme, net des achats. Et c'est là que ça devient plus lourd. Quand les taux restent élevés longtemps, pendant que les déficits continuent d'ajouter de nouvelles dettes, un phénomène silencieux s'installe. L'État remplace progressivement des emprunts anciens et peu coûteux par des emprunts nouveaux, beaucoup plus chers. Et cette différence finit par gonfler la facture d'intérêt, mais à quel point? La charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts payés aux créanciers, rattrape et pourrait dépasser le budget de la défense. C'est en train de devenir l'un des tout premiers postes de dépenses de l'État français. Donc chaque euro d'intérêt, c'est un euro qui va pas à l'hôpital, ni à l'école, ni à la sécurité. Une dette plus chère, c'est moins de charges pour absolument tout le reste. Alors tu te dis peut-être, d'accord, mais moi j'ai des actions, pas des obligations, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour toi. Parce que ce marché que t'ignores pilote aussi la valeur de ton portefeuille. Si tu as un ETF MSCI World ou un ETF S&P 500, tu dois comprendre ce point. Alors on va reprendre. Dans les modèles financiers, le rendement des grandes obligations d'État sert souvent de point de départ. C'est ce qu'on appelle le taux sans risque, pas parce qu'il n'existe aucun risque, mais parce qu'il sert de référence pour comparer tous les autres risques. Une action, elle, te garantit rien. Tu deviens propriétaire d'un bout d'entreprise, et si la boîte chute, ton action chute. Si la boîte coule, tu peux tout perdre. Donc tu acceptes ce risque seulement si on te promet plus que le taux sans risque. Et cet écart entre ce que tu espères des actions et le rendement garanti des obligations a un nom, la prime de risque action. Alors le problème, c'est pas que les gens vendent leurs actions pour acheter des obligations, ça arrive, c'est pas le cœur. Le vrai mécanisme est un peu plus subtil. Quand le taux sans risque monte, les investisseurs exigent plus de rendement pour accepter le risque d'une action. Les profits futurs des entreprises sont alors valorisés moins cher aujourd'hui. Et plus une entreprise promet ses profits loin dans le futur, plus elle souffre. Imagine deux entreprises. L'une mature, fait déjà des bénéfices solides aujourd'hui, l'autre en pleine croissance. Elle promet des profits énormes, mais dans 10 ans. Alors les taux montent, la deuxième mord bien plus que la première, et c'est pas forcément la faute de tes actions. C'est l'attraction gravitationnelle des obligations. Tant qu'on y est, on va corriger un mythe. On répète partout qu'une obligation, c'est sûr, que c'est faux dit comme ça. Une obligation est relativement sûre si
si tu la gardes jusqu'à l'échéance et que l'émetteur rembourse avant l'échéance, sa valeur peut bouger violemment, ce qu'on appelle la duration. Plus une obligation est longue, plus son prix va réagir au taux. Concrètement, une duration de 7 va signifier qu'en première approximation, si les rendements montent d'1 point, les valeurs du fonds peuvent baisser de 7%. Alors c'est la même étiquette de prudent, mais pas du tout la même réaction quand les taux bougent. Et ça, c'est pas de la théorie. En 2022, quand les taux ont bondi, de nombreux grands fonds obligataires ont connu leur pire année depuis des décennies. Et des portefeuilles assez prudents, bourrés d'obligations longues, ont quand même beaucoup encaissé. Alors la partie censée être la ceinture de sécurité était accrochée au même choc. On leur avait vendu les obligations comme le coussin du portefeuille, et le coussin a chuté en même temps que le reste. Pas parce que c'était un mauvais produit, parce que la cause de la chute, c'était la hausse des taux. Et ça, c'est pas toujours le cas. Mais quand l'inflation remonte et que les taux bondissent vite, même la partie défensive du portefeuille peut souffrir. Alors une obligation n'est pas sans risque, elle a juste un risque différent. Alors maintenant que tu as les bases, je vais te donner un seul instrument de lecture, le plus puissant de tous. Ça s'appelle la courbe des taux. L'idée est simple, normalement, plus tu prêtes longtemps, plus on te paye. Alors la logique, c'est immobiliser ton argent pendant 30 ans est plus risqué que 3 mois. Donc en temps normal, les taux longs sont plus hauts que les taux courts, alors la courbe monte. Sauf que parfois, elle s'inverse. Les taux courts passent au-dessus des taux longs, alors ça, c'est anormal. Alors quand ça arrive, le marché obligataire est en train de te dire une seule chose, il s'attend à un ralentissement et à des baisses de taux dans le futur. Aux États-Unis, une courbe inversée a souvent précédé les récessions, mais c'est pas une boule de cristal. Et en zone euro, le signal est un peu plus difficile à interpréter, notamment parce que la BCE peut elle-même influencer les taux longs. Une courbe inversée n'annonce pas une récession à coup sûr, c'est juste un voyant d'alerte, pas une prophétie. Alors maintenant, fais un pas en arrière et regarde le tableau complet. Le même marché a fixé ta mensualité de crédit, il a fait fondre le taux de ton livret A, il a pesé sur les valeurs de tes ETF en 2022 et il envoie à l'État une facture d'intérêt qui rivalise avec le budget de la défense. Un seul marché, 4 endroits de ta vie et tu ne le voyais même pas. Tu pensais que les obligations c'était un truc de vieux banquier en costume, alors en vrai c'est le prix de l'argent et le prix de l'argent touche tout. Le taux de l'OAT français à 10 ans prend 5 secondes à vérifier et c'est l'un des meilleurs thermomètres du prix de l'argent. Alors tu comprends maintenant pourquoi il touche ton crédit, ton épargne, la dette de l'État et ton portefeuille. Alors les gens qui le lisent ne sont pas plus intelligents que toi, ils ont juste arrêté de croire que c'était ennuyeux. Et toi aussi maintenant désormais tu sais le lire. Et dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu savais que le marché obligataire avait autant d'influence sur ton crédit et tes ETF? Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, il y en a une autre du même genre juste ici. On se retrouve très vite